ravie de vous retrouver sur Monaco Info. Quels sont les titres de votre nouvelle édition? Éléments de réponse dans ce sommaire. Il sera question de la visite de Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II au Centre scientifique de Monaco à l'occasion de l'inauguration de nouveaux locaux dédiés à la recherche médicale. Une exposition consacrée aux 2 débarquements de 44 est à découvrir à la Maison de France. Dans quelques jours, le chapiteau Espace Fontvieille accueillera une nouvelle foire exposition. Et puis danse pour terminer avec la rentrée à l'Académie Princesse Grace. Il est situé depuis peu sur le quai Antoine Ier. Le centre scientifique de Monaco a reçu, je vous le disais en milieu de semaine, la visite de Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II à l'occasion de l'inauguration de nouveaux locaux dédiés notamment à la recherche sur les myopathies. Plus de détails dans ce reportage. Depuis plus de 50 ans, le centre scientifique de Monaco est connu pour ses recherches. Plusieurs d'entre elles ont d'ailleurs été saluées à l'échelle mondiale dans sa spécialité, la recherche autour des coraux. Un travail mené par une soixantaine de personnes réparties sur les 2500 mètres carrés d'espace. Des scientifiques, bien sûr, des chercheurs, qui font notamment partie de 2 nouvelles équipes chargées de se pencher sur les écosystèmes intestinaux et les maladies du muscle. Elles viennent enrichir dans cette extension de locaux le département dédié à la recherche médicale. Sur le plan de la stratégie de développement du centre scientifique, c'est un projet qui est extrêmement important parce qu'il a beaucoup d'atouts, au moins deux majeurs. Le premier, c'est qu'il augmente significativement la masse critique de chercheurs dans le domaine de la recherche en biologie médicale. Jusqu'à présent, on avait deux petites équipes de recherche très performantes en biologie médicale qui, du jour au lendemain, vont passer à 4. Et l'augmentation de cette masse critique va conduire à une plus grande lisibilité, à une plus grande reconnaissance et à une production scientifique accrue. Deuxième point, qui est encore plus original, c'est que ces 2 équipes vont fonctionner d'une manière différente de celles accueillies à l'heure actuelle au CSM. Elles vont fonctionner sous forme d'un partenariat que j'aime appeler gagnant-gagnant, un partenariat privé-public. C'est-à-dire que le gouvernement monégasque a attribué les surfaces à la suggestion, à la proposition du souverain, a aménagé ces surfaces, mais ce sont des acteurs engagés dans la recherche médicale en dehors de l'État monégasque qui vont financer et les salaires des chercheurs et du personnel et le budget de fonctionnement de ces équipes. Son Altesse Sérénissime, le Prince Albert II a ainsi découvert ces nouveaux locaux du centre scientifique et rencontré justement les membres de l'équipe pathologie musculaire génétique, composée notamment du docteur Luis Garcia. Nous travaillons sur les myopathies, ou plutôt pour les solutions thérapeutiques pour les myopathies maintenant depuis plus d'une quinzaine d'années, en collaboration avec la Principauté, en particulier avec l'association monégasque contre les myopathies, dont le président est Luc Pétavino. Et cette collaboration s'est concrétisée aujourd'hui par l'ouverture de ce nouveau laboratoire dédié aux maladies neuromusculaires. Alors qu'est-ce qu'on y fait ici? Essentiellement des développements thérapeutiques, que ce soit de la thérapie génique ou des oligonucléotides antisens. Alors ça vous dit rien tout ça, je ne vais pas faire un cours de biologie, mais ce sont des moyens pour réhabiliter des gènes mutés, des gènes abîmés par des mutations. Ces garçons souffrent de lésions génétiques qui conduisent à l'absence d'une protéine qui fait que les muscles se détériorent. Mais on a trouvé des moyens maintenant, pour le moment éprouvés chez la souris, les souris malades, naturellement malades, de réparer ce gène. Maintenant l'objectif c'est de changer un peu d'échelle, de passer à l'homme et de démarrer des essais cliniques dès que possible. Alors on ne sait jamais quand est-ce qu'on commence parce qu'il y a énormément d'étapes, mais c'est ce qu'on veut mener ici. Alors avec la Principauté, avec l'Université de Versailles et aussi avec l'Université de Berne avec qui nous avons une collaboration très fructueuse. Le département de recherche médicale comprend également une autre équipe. Ses membres se penchent, eux, sur les écosystèmes digestifs. On sait que notre tube digestif est cohabité par plusieurs micro-organismes, dont les bactéries, et que ces bactéries jouent maintenant, on sait, un rôle très important dans notre santé. Puisque nous savons que lorsque, par exemple, lors de prise d'antibiotiques, quand cette flore intestinale est détruite, on développe, par exemple, des maladies intestinales comme les infections ou les inflammations, mais aussi on sait que cette flore intestinale est impliquée
dans des maladies métaboliques comme l'obésité, le diabète et le cancer. Donc, en fait, nous étudions l'effet de probiotiques, qui sont des micro-organismes qui ne sont pas du tout pathogènes, pour restaurer cette flore intestinale lors de prise, par exemple, d'antibiotiques. Et nous suivrons pour vous au fil des mois les avancées réalisées au cours de ces recherches. Vous venez de l'entendre dans ce reportage, le financement du CSM est assuré par l'État monégasque, mais des partenaires privés apportent également leur soutien financier, à l'image par exemple de Biocodex ou de l'association monégasque de lutte contre les myopathies. Je vous propose d'ailleurs d'écouter à ce sujet Luc Pétavino. Je vais remonter un peu 10 ans en arrière pour expliquer un petit peu le chaînage de nos actions et leur logique. L'Association monégasque contre les myopathies, dès sa création, a souhaité s'inscrire dans une démarche de recherche internationale, voir comment elle pouvait s'inscrire dans les actions des associations les plus performantes sur cette lourde pathologie. Nous avons dans un premier temps réuni, rassemblé à Monaco, des chercheurs, des experts, des cliniciens, des associations amies, pour identifier quels étaient les manques, quelles étaient les stratégies thérapeutiques dont on parlait, thérapie génique, thérapie cellulaire, Sodexon, pharmacologie. Et grâce aux levées de fonds générées par les nombreuses ventes aux enchères que l'association a mis sur pied, avec différentes thématiques, mais disons que les plus fortes et les plus connues sont aujourd'hui Only Watch, qui ont permis de dégager des fonds vraiment substantiels, nous avons financé des équipes sur ces différents champs thérapeutiques, des équipes de recherche, une douzaine d'entre elles sur plusieurs années, dans plusieurs pays, la France, les États-Unis, la Suisse, l'Italie, l'Angleterre. Et nous souhaitions ces approches convergentes, de manière à faire travailler ces équipes entre elles et d'identifier quelle était probablement la thérapie la plus intéressante. Après plusieurs années, pour nous, c'est dégager une information importante sur le Sodexon. Le Sodexon a généré ensuite la possibilité d'identifier des nouvelles molécules à vocation thérapeutique certaine qui avaient le mérite non seulement de se diffuser dans tous les muscles du corps, mais également le cœur. Et nous avons souhaité breveter le travail de ces chercheurs, notamment celui d'un biologiste, Luis Garcia de l'Université de Versailles, d'un chimiste, Christian Leumann de l'Université de Berne, et de créer, suite à cela, une biotech à l'Université de Berne, au sein de l'Université de Berne. Et la mission de notre association, c'est d'être plus qu'une association mécène, mais d'être une association militante qui accompagne ce mouvement jusqu'à, nous le souhaitons, un jour proche, le médicament. Pour cela, nous gardons la maîtrise et le contrôle de ces actions. En parallèle de cette recherche appliquée, la recherche fondamentale est toujours très importante. Et c'est pour cela que nous soutenons des équipes à Washington, au NIH aux États-Unis, à l'Université de Versailles-Saint-Quentin, avec justement l'équipe de Luis Garcia dans les biothérapies, et s'inscrit dans cette approche, dans cet éventail d'actions et de recherche fondamentale, ce nouveau labo au Centre scientifique de Monaco sur les handicaps locomoteurs et les maladies neuromusculaires. Voilà pour ce volet consacré au Centre scientifique de Monaco. Un mot encore pour vous annoncer que comme chaque année, le Téléthon aura lieu les 5 et 6 décembre afin de récolter des dons. Passons à présent à une exposition l'été dernier à l'occasion du 70e anniversaire des débarquements. De nombreuses manifestations ont été organisées et dans ce cadre, l'association Devoir de mémoire organise à ce sujet, au cœur de la Maison de France rue Grimaldi, une exposition. Émilie Rousseau s'est rendue sur place pour en savoir plus. Créé en 2011, Devoir de mémoire rend hommage aux résistants qui ont combattu pour la liberté durant la Seconde Guerre mondiale. Composé d'anciens déportés, de résistants, de fils ou de filles de déportés, l'association organise régulièrement des événements en collaboration avec la direction de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Jusqu'au 4 octobre, elle présente une exposition à la Maison de France, une exposition sur les débarquements en Provence et en Normandie. Nous sommes dans une année mémorielle. Et la première démarche que nous avons voulu faire, c'est de parler des débarquements de Normandie et de Provence. Donc, nous avons avec nous
un professeur agrégé d'histoire dans notre association et nous avons bénéficié de son savoir pour en fait bâtir un certain nombre de tableaux sur le plan historique. Et donc cette exposition est entièrement consacrée à ces deux débarquements. J'ai d'ailleurs hier, au moment de l'inauguration, dans mon discours, tenté d'expliquer ce qu'il en avait été de cette préparation du débarquement de Normandie, expliquer également ce qu'il avait été du débarquement de Provence, et puis amener un certain nombre de réflexions philosophiques sur ce qu'est le devoir de mémoire. 2 conférences ont également été organisées à la Maison de France, dont une animée par Herbert Traube, interné au camp des 1000 évadés, résistants et libérateurs de la France. Comme beaucoup de gens de ma génération qui ont participé à la guerre et qui ont été persécutés, la plupart de ces gens-là, nous n'en avons pas parlé. Mes enfants ne connaissaient pratiquement rien de mon histoire. Et il s'est trouvé qu'il y a à peu près une quinzaine d'années, en contact avec d'autres anciens combattants, j'ai fini par me dire il faut transmettre. C'est important. Pourquoi? Parce que nous sommes les derniers. J'ai 90 ans maintenant. Dans mon environnement direct, nous sommes encore 2 valides. Les autres, heureusement, sont encore là, mais ne peuvent plus parler. Donc, tant que nous pouvons nous témoigner auprès des enfants ou auprès d'adultes, évidemment, on est vivant. C'est-à-dire ce que nous racontons des choses que nous avons vécues. Et les enfants peuvent nous poser des questions auxquelles nous pouvons répondre. Quand on aura disparu, il n'y aura plus ça. Donc, nous essayons de faire le maximum pour que ça perdure. Herbert Traube intervient également dans les établissements, notamment ceux de la Principauté, afin d'apporter aux jeunes son témoignage de cette période de l'histoire. J'étais affecté, comme j'étais germanophone bien évidemment, par notre commandant de compagnie, j'étais affecté à son groupe de commandement pour pouvoir servir éventuellement d'interprète lorsque des prisonniers tomberaient entre nos mains. Ce qui s'est passé effectivement lors de notre premier engagement aux environs de Fréjus, on a fait quelques prisonniers et j'ai pu exercer mes talents d'interprète. Et vous pensez que pour moi c'était quelque chose d'assez marquant, moi, ancien persécuté par les nazis, d'avoir en face de moi des Allemands au garde à vous que je pouvais questionner à ma guise. À l'occasion du 70e anniversaire du débarquement des Alliés en Provence et en Normandie, l'association Devoir de mémoire organise une autre exposition consacrée à la Grande Guerre à l'Auditorium René III, cette fois-ci, à découvrir à partir du 24 novembre prochain. Dans le reste de l'actualité, à quelques mètres de la rue Grimaldi, au Yacht Club de Monaco, vous le découvrez sur ces images, un dîner de l'ORTC a été organisé en présence du souverain président d'honneur de cette organisation européenne pour la recherche et le traitement du cancer. Le ORTC, basé à Bruxelles, mène des recherches européennes qui visent à développer, conduire et stimuler la recherche en cancérologie, à améliorer la prise en charge du cancer et à augmenter la survie et la qualité de vie des patients. Cette soirée caritative comptait de nombreux convives, de nombreux membres de familles royales. Toujours en images et toujours au Yacht Club, dans le cadre du mois de la culture italienne, l'inauguration de YA 2014, Yachting and Art. Cette inauguration a eu lieu cette semaine en présence de son Excellence Michel Roger et de son Excellence Antonio Morabito. Jusqu'au 5 octobre, cet événement va vous permettre de découvrir plusieurs œuvres, plusieurs artistes et différents yachts. Après 4 ans d'absence, la foire Exposition fait son retour sous le chapiteau Espace Fontvieille. Pendant 6 jours, du 22 au 27 octobre, vous allez pouvoir découvrir une centaine d'exposants réunis, rassemblés selon 4 thèmes: la maison, le bien-être, la gastronomie et les loisirs. Je vous propose d'écouter le nouvel organisateur, Maurice Cohen. Il est interrogé par Fabien Bonilla. J'ai remarqué que dans toutes les grandes villes de France ou les grandes capitales européennes, tout le monde avait sa foire.
Donc il n'y avait aucune raison que Monaco ne reconduise pas ou fasse ressusciter sa foire. En général, les foires ont lieu pendant 10 jours. Là, on a choisi de faire ça sur 6 jours par rapport au potentiel qu'avait la région et la principauté de Monaco, donc du mercredi au lundi soir. Donc ça a été une volonté. Donc on va être sur 4000 m² d'exposition, on double la superficie du chapiteau. À l'extérieur, il va y avoir des exposants automobiles, notamment Mercedes, Smart, qui seront présents, également Subaru et Mazda. Et puis on a aussi Tesla qui présentera son modèle S électrique qui sera présent à la foire. On a essayé de faire d'abord qu'il n'y ait pas trop de concurrence entre exposants pour pas qu'il y ait 5 vendeurs de télévision, 5 cuisinistes, etc. Donc on a été assez sélectif en donnant une certaine exclusivité pour certains pour qu'il y ait un véritable choix à la foire. Donc ça aussi, ça a été une volonté. C'est beaucoup plus difficile à remplir parce qu'on se limite. Et puis on va essayer dans la tenue de la foire, dans la décoration, dans les aménagements, etc., de lui donner un ton un peu plus intéressant pour la principauté et à l'image de la principauté. C'est notre volonté, avec un programme d'animation assez important, des animations pratiquement tous les jours, pour créer une certaine ambiance un peu festive, un peu sympathique. De la danse pour terminer, comme dans beaucoup d'autres établissements, la cloche de la rentrée a sonné à l'Académie de danse Princesse Grace. Les jeunes élèves ont repris le chemin des cours en dansant, forcément. José Sacré. À l'Académie de danse Princesse Grace à Monaco, c'est la rentrée. Après des vacances bien méritées, 41 jeunes danseurs étudiants, parmi lesquels 11 nouveaux venus qui intègrent cette année l'Académie. Tous, avec leur professeur et leur directeur, Lucas Massala, commencent donc une nouvelle année de travail et de formation avec toute l'énergie nécessaire et la passion indispensable à ces jeunes artistes en devenir. Après les vacances, c'est un peu plus dur parce qu'on n'est pas en forme. On a mangé beaucoup dans notre maison et tout ça. Mais on a fait aussi des classes pour n'être pas trop hors de forme. La rentrée, c'est toujours le début de nouveautés, déjà commencer à travailler avec les nouveaux élèves qui sont arrivés. Cette année, j'en ai eu 11 de différentes nationalités. Encore une fois, la Corée, pour la première fois, on n'a jamais eu des Coréens depuis que je suis là. Et le Canada aussi, c'est des nouveautés. À la différence de l'année dernière, j'ai pris des élèves qui sont un peu plus petits aussi. J'ai trouvé des élèves de 13 ans qui étaient vraiment très très bien. J'ai 15 garçons, alors que j'ai commencé il y a 5 ans avec 3 garçons. Alors c'est une 6e année qui commence. Je ne peux pas dire tout aura commencé du début, non, ça non. Mais voilà, il y a toujours quelque chose de nouveau à créer, des travail à trouver. Cette année, on a 11 élèves qui se diplôment. Alors c'est vraiment un gros travail pour nous, pour moi, pour le professeur et pour les élèves. Mais aussi le début d'une nouvelle excitation, d'une nouvelle envie. Voilà, c'est un début de tout. La différence dans cette académie et les autres académies, c'est qu'ici, les directeurs, les professeurs ont vraiment une passion pour la danse. Et par exemple, ma autre école, c'était pas trop de passion. C'est plus technique. Ici, c'est aussi technique et toutes les choses doivent être bien. Mais c'est plus content, c'est c'est pas, passion, c'est amour à la danse. C'est comme notre maison, c'est notre deuxième maison. Et tout le monde ici, tous les élèves et les maîtresses d'internat, les professeurs et aussi les directeurs, on est tous une grande famille. La philosophie, c'est vraiment, pour moi, le plus simplement expliqué, c'est le résultat. Il faut un résultat, il faut que ces élèves, pendant 4 ans, entre guillemets, souffrent, dans le sens que c'est très difficile, comme nous tous on l'a vécu en tant que danseurs, c'est très dur à cet âge-là, vraiment d'être focalisé, d'avoir une discipline. Par contre, à la fin, on sait pourquoi on le fait. À la fin, on ne se trouve pas à 18 ans à dire je rentre chez moi et je vais travailler dans un supermarché. Ce n'est pas du tout ça. À la fin, on dit ok, on a pleuré, on a eu des doutes, on a été détaché de notre famille, on n'a pas vécu comme les enfants de 14-15 ans vivent. Par contre, maintenant à 18 ans, notre future vie, les prochains 25 ans, sont assurés et on suit nos rêves. C'est même pas un travail à la fin, c'est pas une question de travailler, c'est juste faire quelque chose qu'on aime et arriver à expliquer ce qu'on a dedans à un public et à partager voilà, ce qu'on a dedans. Alors la philosophie, c'est la réussite pour moi, la réussite sans casser la mentalité d'un élève, sans casser le caractère d'un élève, et toujours en recherchant
quelque chose de neuf en apprenant par les élèves. Je n'aime pas avoir quelque chose de fixe et dire voilà, c'est comme ça et comme ça marche. Non, ça marche l'année dernière comme ça, c'est vrai que c'est très bien. Là, on a gagné le prix de Lausanne, 3 prix au prix de Lausanne, qui est quand même quelque chose qui, je pense, n'était jamais arrivé à cette école en 35 ans, presque 40 ans. Mais voilà, cette année, on ne s'assit pas sur le succès qu'on a eu l'année dernière, on continue, on a d'autres élèves et on va aller toujours un petit peu plus loin. Et j'aime bien les gens avec qui je travaille, tout le monde a cette mentalité de vouloir chercher plus loin. Et naturellement, la personne la plus importante, c'est Jean-Christophe, à qui vraiment on a plus ou moins la même façon de penser, de voir quelque chose, mais pas de se contenter de ce qu'on a aujourd'hui, de rêver toujours un peu plus grand, tout en appréciant ce qu'on a fait dans les années passées. Les jeunes élèves qui cette année ont intégré l'Académie Princesse Grace participeront à un premier spectacle avec les Ballets de Monte-Carlo lors des imprévus des 22, 23, 24 et 25 octobre prochains. Information sportive pour terminer avec du football dans le cadre de la deuxième journée de la Ligue des Champions. Le beau nul décroché par l'ASM-FC face au Zénith Saint-Pétersbourg. Les Rouges et Blancs restent deuxièmes de leur groupe. Passons à présent à vos prévisions météo. Vendredi, un soleil assez chaud et quelques nuages, un temps calme dans la matinée, compté de 20 à 25 degrés pour les températures. Et samedi, maintien du beau temps, des nuages assez discrets, peu de vent. Dimanche, un soleil plus intermittent que les jours précédents, sans grande dégradation du temps, compté de 20 à 23 degrés pour les températures. Et puis lundi, un ciel un peu plus incertain que la veille, avec des nuages assez menaçants dans la matinée. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Merci à vous d'avoir suivi cette édition. Je vous laisse à présent avec la suite de votre programme sur Monaco Info et le retour des rencontres dédiées au mardi du cinéma. José Sacré a rencontré Vincent Vatrican. Il nous parle du film de Marcel Pagnol, Geoffroy. À très bientôt.